La hantise de l'urgentiste. La hantise de l'urgentiste, c'est la poisse. On a tous connu ce collègue qui a le mauvais œil, la shkoumoun. On a peur de la contagion, de la poisse par porosité, surtout les nuits de pleine lune. Les urgentistes ne sont pas superstitieux pour la simple raison que ça pourrait porter malheur. Ne dites jamais à un urgentiste que la poisse existe, il vous rira au nez en croisant les doigts dans son dos. Le jeune urgentiste que je fus un jour ne croyait en aucun cas à toutes ces balivernes. Oui, il évitait les échelles, récitait des mantras en nettoyant son stéthoscope, fermait les yeux devant un chat noir. Non, je n'étais pas superstitieux, j'étais juste prudent et prévoyant. Le pire scénario était de tomber de garde avec le collègue poissard, le collègue envoûté par la malchance, possédé par le mauvais œil. Dans ce cas-là, deux possibilités. Une garde tranquille ou une garde de merde. Guérison ou contagion, absolution ou punition. Mais comment le savoir à l'avance ? Question de confiance. Au fond, le fantôme du soignant aux urgences, c'est la trouille. On lui prête d'autres noms, le stress, le manque de confiance, l'inexpérience, la perte de moyens. Peu importe, moi je vous le dis, c'est la peur qui crée les fantômes et leur donne l'autorisation de nous hanter. Bienvenue dans Ces présences invisibles, le podcast qui explore les liens entre création artistique, soins et hantise. Cette série de capsules audio accompagne l'ouvrage hybride Hantise et soins, une anthologie. À paraître aux éditions Le Bord de l'Eau à la fin de l'été 2026, avec une préface de Mathieu Simonet. Le livre réunit des textes de soignantes, de soignants et de bénévoles du soin, ainsi qu'un livre de poésie que j'ai composé lors de mon compagnonnage Action culturelle mené au CHU de Bordeaux en 2024 et 2025. Au fil des épisodes, je donne la parole à différentes personnalités issues des mondes de la littérature, de la musique, de la recherche, afin qu'elles évoquent ce que signifie pour elles la hantise, les résonances que prennent cette notion dans leur travail, et aussi les recoupements possibles qu'elles envisagent avec l'univers du soin. Aujourd'hui, c'est avec l'historien et compositeur Jean-Sébastien Noël que j'ai eu la joie de m'entretenir. Vous entendez également dans ces capsules des extraits de l'ouvrage hybride Hantise et soins, lus par les soignantes, les soignants et les bénévoles du soin qui les ont écrits. Le texte sur lequel s'est ouvert cet épisode, La hantise de l'urgentiste, est d'ailleurs issu de l'ouvrage hybride Hantise et soins. C'était son auteur, Pierre Boyer, qui en assurait la lecture. Pierre Boyer a été médecin urgentiste pendant 20 ans. Il a beaucoup voyagé, des hôpitaux de France métropolitaine au terrain de Médecins sans frontières. Il exerce aujourd'hui comme médecin généraliste dans un centre de santé et anime des ateliers de médecine narrative en Périgord. J'ai le plaisir de me trouver aujourd'hui avec Jean-Sébastien Noël, historien, maître de conférences en histoire contemporaine, spécialiste des circulations musicales et de l'histoire sonore, mais également compositeur. Il a accepté, et je l'en remercie vivement, de créer l'habillage sonore de cette série de capsules audio qui, je le rappelle, font partie du projet Hantise et soins. Jean-Sébastien Noël, bonjour et merci de nous accorder votre temps. Bonjour Thibaut, merci pour cette invitation. Alors, j'aimerais commencer par une question un peu générale, Jean-Sébastien. Qu'est-ce qu'un fantôme pour un historien ? Alors, au-delà de toute espèce de métaphore ou d'analogie, je dirais de façon assez pragmatique que pour un historien, un fantôme, c'est au premier degré un objet d'étude. J'ai en tête un travail qui avait été, il y a quelques années, fait par Caroline Callard, et qui s'intéressait précisément à l'histoire des fantômes au XVIe siècle. Elle avait parlé pour ce faire d'un moment spectral, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, puisque au XVIe siècle, la Renaissance, le début d'un esprit, disons, rigoureux, etc., est un moment où justement les spectres réémergent. Donc, pour les historiens, pour les historiennes,
Les fantômes, ce sont des phénomènes culturels, des phénomènes sociaux, sont des croyances qui disent quelque chose d'une époque. Et la diffusion de ces croyances, c'est précisément ce qui intéresse les historiens. Elle explique justement, cette collègue, que c'est par exemple le développement de l'imprimerie qui fait que, à travers la poésie, à travers les récits, à travers j'allais dire également les exégèses religieuses, ce rapport au spectre se déploie alors même que émerge un esprit humaniste et un esprit, disons, raisonnable. C'est une très belle expression, ça, l'expression du moment spectral. Je crois que c'est une expression qui résonne d'ailleurs dans l'anthologie, qui est le volet écrit de ce projet. Je crois que c'est presque une anthologie, une collection de moments spectraux. Alors, vous avez commencé votre parcours d'historien en étudiant le rapport à la mort chez les musiciens juifs ashkénazes. Vous avez donc passé des années à vous pencher sur la musique dans les camps, dans les ghettos, notamment sur ce que vous avez appelé les berceuses funèbres, donc des pièces musicales qui témoignent du génocide. Comment travailler sur ces questions, Jean-Sébastien Noël, sans se laisser déborder par la hantise? Alors ça c'est une question, j'allais dire, à la fois centrale et abyssale. Le propre de la démarche d'un chercheur ou d'une chercheuse en sciences humaines et sociales, en histoire en particulier, c'est à la fois d'avoir conscience de sa propre sensibilité pour s'en distancier. Il y a une expression que les historiens, les historiennes anglo-saxons utilisent et que j'aime beaucoup, et qui définit la démarche historienne, c'est celle de l'estrangement, c'est-à-dire construire la distance qui nous rend étrangers à nos objets d'étude, et donc aux individus du passé dont on prétend écrire l'histoire. Alors évidemment, travailler sur des sources sensibles ou sur des sources douloureuses, travailler effectivement comme ça m'est arrivé de le faire il y a maintenant presque 15 ans, sur les témoignages acoustiques ou les témoignages musicaux du génocide des Juifs d'Europe, ça implique d'essayer de construire cette objectivité ou cette objectivation, mais ça ne, comment dire, ça ne nous empêche pas de vivre parfois, j'allais dire, des nuits ou des phases qui sont des phases d'émotion. Voilà. Simplement, cette émotion, il faut savoir j'allais dire s'en prémunir, mais pas s'en prémunir, la laisser nous traverser pour retrouver un temps d'étude et une méthode de travail qui ne nous rendent pas, j'allais dire, trop sensibles à la charge émotionnelle de ces sources. C'est très intéressant ce que vous nous dites sur ce concept d'estrangement, donc le fait de prendre de la distance, quête d'objectivité. Et je crois que cette question de la distance, elle est également de la bonne distance, la distance juste, hein, elle est au cœur des pratiques des soignantes et des soignants également, qui ont participé à l'anthologie. Et je crois que ça résonnera tout particulièrement auprès d'elles et d'eux. Et puis on parlait d'émotion, j'ai remarqué en consultant votre thèse qui a été publiée aux presses universitaires de Lorraine et qui s'intitule « Le silence s'essouffle, mort, deuil et mémoire chez les compositeurs ashkénazes ». J'ai donc remarqué que ce titre, « Le silence s'essouffle », est une citation extraite d'un poème de Paul Celan, « L'heure des spectres ». En voici l'extrait reproduit dans votre ouvrage. Le silence s'essouffle. Le vent du sud fait-il tant d'efforts? Viens, œillet, couronne-moi. Viens, vie, fleuris. Dans le miroir, qui? Quelle errance? Laisse la ruse. Qui épie? Qui silence? Qui voit comme tu es blanche? Les ténèbres avancent. La nuit est-elle un cri? Elles combattent, se libèrent de leurs chaînes. Après, une étoile chasse 4 grands poignards. Tourbillon continue. Des miracles se déchaînent, grandissent, volent en éclats
à travers la maison claire. En chantant, déploie nos âmes. C'était donc un extrait de Paul Celan, de son poème L'heure des spectres. Qu'est-ce qui vous a amené, Jean-Sébastien Noël, à choisir ce très beau texte de Paul Celan ? Alors, plusieurs choses. Évidemment, d'une part, l'expérience de Paul Celan lui-même. Alors, Paul Celan, évidemment, on connaît son œuvre dédiée au génocide des Juifs d'Europe, Todesfug étant peut-être un de ses poèmes les plus célèbres. Celui-ci est moins connu, mais il dit également quelque chose de cette expérience traumatique de Paul Celan, dont les parents, on le sait, ont été assassinés dans des camps en Transnistrie, et sont des victimes parmi donc les Juifs de Bukovine, les Juifs de Roumanie. Et par ailleurs, l'extrait, le vers que j'ai choisi d'emprunter, Le silence s'essouffle, dit également quelque chose des limites de la connaissance historique. Et du fait que, en tant qu'historien, quel que soit le sujet auquel on se confronte d'ailleurs, on doit travailler avec du vide, avec de l'absence, et donc avec du silence. En particulier sur le sujet qui m'occupait à cette époque-là, c'est-à-dire les témoignages musicaux des Juifs d'Europe pendant le génocide, les archives qui existent ne disent pas tout et laissent énormément de vide cognitif, de vide en termes de connaissances. Et donc, il me semblait que cette expression poétique traduisait aussi cette expérience méthodique de l'historien. Nous évoquions à l'instant l'épigraphe de votre thèse, ce très beau poème de Paul Celan. Mais pourriez-vous également nous dire quelques mots sur la couverture, notamment la photo de couverture qui, pour la décrire très, très sommairement, est un portrait, le portrait d'une femme, un portrait en noir et blanc. Cette femme a les cheveux nattés, elle porte un haut noir, son visage est très maquillé, hein, on devine une actrice sans doute, un maquillage très, très blanc, c'est une photo vraiment sublime, mais pouvez-vous nous dire deux mots de ce portrait et de son histoire peut-être ? Alors il s'agit effectivement d'une photographie de Thérèse Lepras qui a été prise lors d'une tournée de la troupe Habima en France à la fin des années 50 avec une pièce qui s'appelle le D-Book et qui est l'œuvre du journaliste socialiste juif de Russie tsariste Sholom Ansky. Et elle donne à voir cette photographie, le visage d'une actrice qui interprète l'héroïne tragique de la pièce, Léa, qui est possédée par le spectre, par le fantôme de l'homme qu'elle aime, Hanan, et qui est mort sans qu'elle ait pu l'épouser. Alors la légende est fortement imprégnée de culture kabbalistique, et Ansky et ses collaborateurs l'a recueillie lors de campagnes de type folkloriste effectuées en Ukraine actuelle, dans les provinces de Volhynie et de Podolie, juste avant la Première Guerre mondiale. Et ils y ont donc mené des campagnes de photographie, d'enregistrement sonore, de recueil d'artefacts, d'objets, qui témoignent donc de cet univers symbolique des Juifs d'Europe centrale et orientale, d'avant la Première Guerre mondiale. Et d'une certaine manière, pour reprendre l'expression d'Eric Hobsbawm et de Terence Ranger, ils ont, en procédant ainsi, inventé la tradition du D-Book, comme un archéologue invente un trésor, c'est-à-dire le découvre, procède à son relevé et le documente. Et cette figure spectrale du D-Book est, pour l'historien que je suis, également un formidable objet de circulation culturelle. À travers ses traductions successives, donc Ansky l'écrit en russe, elle a ensuite été traduite en yiddish, puis en hébreu, eh bien, elle a précisément circulé en Europe, outre-Atlantique également, puisqu'elle a été donnée à la fin des années 20 au théâtre yiddish de New York de Maurice Schwartz, et a ensuite intégré le répertoire de la troupe Habima, dont je parlais à l'instant, qui est devenu, en 1958, le Théâtre national d'Israël.
Donc voilà, je renvoie à ce propos. Moi, j'avais consacré une partie de mon livre à cette circulation du e-book. Et en 2024, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme a consacré une exposition merveilleuse au e-book à partir d'archives et de documents tout à fait saisissants. Alors, vous parlez d'archives, justement, de ce travail sur le vide, sur le silence, sur l'absence, le silence et l'absence entre les archives, mais aussi au sein des archives. Y en a-t-il une, justement, une archive ou un document, voire une pièce musicale, puisque c'est aussi votre matériau en tant qu'historien, mais aussi en tant que compositeur. Donc y a-t-il une archive, un document, une pièce musicale qui vous a particulièrement hanté? Alors, je ne sais pas si elle m'a hanté, mais la pièce à laquelle je pense, c'est une œuvre d'un compositeur italien sur lequel j'ai travaillé également, sur lequel j'ai écrit, un compositeur vénitien plus exactement, et c'était important de le préciser, qui s'appelle Luigi Nonno, et qui est un des grands compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle, compositeur de musique dite d'avant-garde, et disons de musique nouvelle. Et dans les dernières années de sa vie, Nonno s'est un peu éloigné de l'esthétique rigoriste qui était la sienne dans les années 50, 60, pour s'approcher toujours davantage du silence. Et pour moi, l'une de ses pièces les plus bouleversantes s'appelle Prométhée, intitulée Une tragédie de l'écoute. Et à travers cette gigantesque pièce qui est une sorte de dialogue avec Venise, dialogue également avec les fantômes de Venise, avec les fantômes des grands compositeurs de la Renaissance, notamment la famille Gabrielli, également un dialogue avec l'architecture vénitienne et l'architecture de San Marco. Nonno, pour cette œuvre, a travaillé avec le grand architecte Renzo Piano, qui a construit une nef qui accueillait à la fois les musiciens et une partie du public. Et donc voilà, cette œuvre-là, Prométhée, tragédie de l'écoute, c'est très certainement l'œuvre fantomatique qui me vient à l'esprit lorsque vous me posez la question. Nous avons glissé doucement de votre travail d'historien à la musique. Et donc, je le rappelle, votre activité est double. Historien, bien sûr, mais aussi musicien, compositeur. Et ces activités, comment cohabitent-elles pour vous? Se nourrissent-elles l'une de l'autre? Quel est le rapport entre ces deux pans de votre vie? Alors, j'ai choisi de travailler sur les musiciennes et sur les musiciens, à la fois en tant qu'artiste, mais aussi en tant que, j'allais dire, individus sociaux. J'ai choisi de m'intéresser à leur trajectoire, à leur parcours, à leur pensée politique, à leurs options, etc. Et effectivement, c'est aussi un choix de circonstance dans la mesure où il était important pour moi de mettre en cohérence deux aspects fondamentaux pour moi. Une pratique professionnelle, celle de l'histoire académique, je suis chercheur, je suis enseignant à l'université, et une pratique plus intime, qui est celle de la composition. Pratique intime et pratique amateur également, parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas une activité professionnelle pour moi, mais qui est quelque chose non seulement d'important, mais je dirais de quotidien. Et notamment grâce à des conversations avec des amis musiciens, compositeurs tout à fait professionnels et tout à fait sérieux, eux, j'en suis venu à avoir une pratique de l'écriture musicale qui est presque rituelle, j'oserais presque dire monacale. Je suis devenu un compositeur de bureau, un compositeur de table, après avoir commencé à travailler avec des logiciels de MAO, de musique assistée par ordinateur. J'apprends progressivement à écrire à partir d'une grande partition blanche, vierge,
et avec un crayon à papier, à commencer à construire ces architectures, euh, voilà, j'allais dire également ces cartographies musicales, la partition, que ce soit la partition pour soliste ou la partition pour ensemble de chambre ou la partition pour orchestre, j'ai compris progressivement qu'elle était une carte et qu'il fallait être géographe en même temps qu'être compositeur. Alors, dans cette partition blanche, dans cette cartographie que vous évoquiez, les fantômes trouvent-ils une place? Sont-ils un objet d'étude ou peut-être un sujet d'inspiration dans votre pratique? Alors, votre pratique en tant que compositeur, mais peut-être aussi votre pratique en tant qu'universitaire? Alors, je dirais que sur le plan de la musique et de l'écriture musicale, et en particulier pour ce qui concerne ma participation, ma contribution à ce projet, je dois à l'honnêteté de dire que la musique que je suis en train d'écrire, de vous proposer, c'est une musique qui ne sera pas jouée par des musiciens. C'est justement une musique qui relève de la MAO, et si elle est écrite patiemment avec un crayon sur une table, elle est jouée grâce à un logiciel qui puise dans des banques de sons échantillonnés. Et ça, c'est une pratique que j'ai développée progressivement, et notamment grâce à une expérience récente pour un très, très beau projet, qui est un projet qui a été dirigé par Stéphane Ghislain Roussel et créé au printemps à Naples, un projet qui s'appelle Barba Blu Paura, donc Barbe Bleue, la peur. Et Stéphane Ghislain Roussel travaille avec une créatrice sonore qui s'appelle Émilie Mousset, et qui ont eu besoin à un moment de mes services, précisément pour partir de 2 fragments de la gigantesque partition de Bartók, pour transcrire cette partition de façon à ce qu'elle soit jouée par un orchestre fantomatique par définition, un orchestre de synthèse. Voilà. Donc mon travail a été de faire sonner j'allais dire l'ordinateur comme s'il s'agissait d'un orchestre. Et il se trouve qu'a priori, ça a marché, ça a fonctionné. Et pour moi, ça a été une expérience absolument merveilleuse, très inhibante, mais merveilleuse, parce que pendant plusieurs semaines, je me suis vraiment immergé dans la partition pour essayer de la comprendre, pour essayer de la décoder, et d'en donner j'allais dire une version qui soit au plus juste de la réalité. Et ça me paraît important de le dire parce que il y a quelque chose qui relève du théâtre dans tout ça, ou en tout cas d'une forme de falsification ou d'une forme de triche. C'est-à-dire que faire sonner un ordinateur comme si derrière il y avait un véritable violoniste qui produise du son, ben, ça relève d'une forme de falsification. Et je pense que cette falsification, avant toute chose, il faut la dire, et 2, il faut savoir jouer avec. Donc cette musique qui est produite et qui va servir de toile de fond à ce projet, c'est une musique qui n'est pas une musique orchestrale, qui n'est pas une musique totalement humaine, et qui donc par définition est une sorte de musique fantomatique. Puisque vous abordez le thème des pièces et de l'habillage musical que vous avez eu la gentillesse de créer, et que vous créez encore à l'heure où nous discutons pour ce projet Antise et Soins, je ne résiste pas à la tentation de vous demander, puisque c'était dans quelque sorte une commande, sur ce thème de la hantise, eh bien, quelle influence ce thème a-t-il pu avoir sur votre approche? Vous nous parliez de la part fantomatique de la manière dont vous avez procédé, hein,
avec des sons qui sont quelque part un peu fantômes. Y a-t-il un autre aspect fantomatique dans ces créations, dans ces compositions? Alors, moi, j'en verrais deux. Euh, le premier, c'est que voilà, j'ai essayé de pas trop, comment dire, j'ai essayé de pas trop intellectualiser la démarche et d'essayer de la rendre la plus spontanée possible. Et il se trouve qu'en y réfléchissant, enfin, en commençant à travailler au piano et puis ensuite sur la table, euh, une mélodie est devenue un peu obsédante et je me suis rendu compte que cette mélodie, elle n'était pas de moi, mais que c'était une mélodie traditionnelle, The Last Rose of Summer, qui a notamment été chantée par Nina Simone. Et je me suis rendu compte que la mélodie que j'étais en train d'écrire ressemblait assez fortement. Et en fait, j'ai gardé l'idée. Et donc, je suis parti de cette mélodie pour travailler avec un quatuor à cordes. Alors, si un jour, évidemment, cette musique a été jouée, ce serait formidable, mais pour ce projet, elle ne le sera pas. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de travailler à partir de cette mélodie, de tisser à partir de cette mélodie quelques petites pièces, vraiment des miniatures assez modestes, mais d'écrire pour un quatuor à cordes. Et donc, pour moi, c'est une espèce d'atelier. Comme je vous le disais, je suis compositeur amateur, compositeur du dimanche. Ça me semble pas être une insulte hein, d'être un compositeur du dimanche, c'est une réalité factuelle. Et, donc voilà, j'essaye de travailler, de me documenter sur la manière dont on écrit pour les cordes, la manière dont on écrit et dont on fait sonner les harmoniques du violon, de l'alto, du violoncelle, et quels sont les répertoires de jeu, quels sont les effets qu'on peut déployer pour créer non pas une musique fantôme, mais une sorte de voile, une sorte de matière ou une sorte de lumière voilà, qui peut évoquer la part fantomatique du projet. Il se trouve que nous avons commencé cette discussion en parlant de la place voilà, de la hantise dans votre parcours d'historien, dans vos objets de recherche, puis ensuite dans votre composition. Donc j'aimerais maintenant, pour conclure cette conversation, vous demander ce qu'évoquent les deux thèmes qui compose le titre de ce projet, hein, c'est-à-dire hantise et soin, soit séparément, soit comme ça, corrélés. Hantise et soin, qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Sébastien Noël, vous qui n'êtes pas soignant? Et moi qui suis historien. Hantise et soin sont deux termes que je prendrais avec un peu de recul, et sur le plan de ma discipline et de mon métier, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le travail que les historiennes et les historiens font
justement sur le passé, sur la reconstitution du passé, sur sur les archives, sur ces traces qui ont été laissées par ces autrui de jadis qui ont disparu. Euh, Ces travaux d'historiennes et d'historiens, ils ne permettent pas de soigner des mots. Ils ne permettent pas de faire le deuil. Mais ils permettent certainement... ils permettent pas non plus d'enterrer les morts, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit. Je crois pas. En revanche, ils permettent d'élucider, de remettre de la lumière sur des aspects du passé qui jusque-là étaient restés dans l'obscurité et dans l'ignorance. Et après, il appartient à chacune et à chacun de savoir si cette restitution au plus juste, de la manière la plus rigoureuse qui soit, d'une partie du passé qui avait été oubliée, il appartient à chacune et à chacun de savoir si ça la soigne, ça le soigne, ou si ça répare quelque chose. Mais voilà, c'est ça que ces deux termes m'évoquent. Je trouve que ce que vous dites résonne particulièrement avec ce texte, ce poème que vous évoquiez, qui a été mis en musique, hein, ce poème de Thomas Moore, The Last Rose of Summer. On parlait voilà, d'accompagnement et et j'aimerais juste citer la fin de ce poème. When true hearts lie withered and fond ones are flown, oh, who would inhabit this bleak world alone? Si on traduit ça très rapidement, quand les cœurs sincères se flétrissent et que les tendres s'en sont allés, oh, qui voudrait habiter ce monde morne seul? Et je crois justement que la boucle est bouclée entre finalement l'inspiration derrière vos compositions et puis ce qu'on disait sur le rôle, la place de l'histoire. Et également, je crois, le rôle de la musique et de la poésie dans nos vies, et leur rapport également aux soins. Merci Jean-Sébastien Noël pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et pour ces pièces musicales que vous avez composées pour ce projet Antise et Soins. Merci Thibaut pour cette invitation et pour cette très belle opportunité. Et je vous propose qu'on écoute un extrait de votre travail.
L'empreinte glacée d'un regard. Je perçois l'urgence, le stress. Il faut aller vite, courir. Service de médecine. Je suis dans le couloir, l'infirmière qui m'a à peine accueillie. Je ne sais plus les couleurs, je ne me souviens plus des odeurs, ni du stage en lui-même. Pourtant, quelque chose reste, un regard, sombre, froid, et une phrase. L'infirmière m'amène dans une chambre. Il fait noir, les rideaux sont baissés, le lit m'apparaît collé au fond de la pièce, comme dans une scène de cinéma, en travelling arrière. Je devine une femme dans le lit, fragile, presque transparente, installée sur le côté gauche, le visage tourné vers nous lorsque nous rentrons. Ses yeux sont fermés. Soudain, elle ouvre les yeux et hurle avec force et désespoir qu'elle a mal. À peine le temps de respirer que l'infirmière s'éclipse. « Reste là !» Je me retrouve seule. Étrange sensation de me trouver prise au piège, un piège sombre et froid. Je me colle au mur, le lit paraît s'éloigner plus encore, ou peut-être est-ce moi qui rétrécis. Ce regard me traverse, me transperce, me glace. Et là, j'entends « J'espère que cela vous arrivera un jour d'être à ma place. » Ma respiration s'arrête. Étudiante infirmière en première année, je ne sais pas quoi faire, je ne sais rien faire, ne peux rien faire. Le temps semble interminable. Dois-je rester, partir, disparaître ? Je ne sais plus combien de temps, mais que cela m'a semblé long. Apeurée, impuissante, j'ai fini par fuir. Je suis sortie de cette chambre noire. J'ai retrouvé la lumière du couloir. L'infirmière était occupée à autre chose. Elle attendait la consigne du médecin pour modifier le traitement. J'ai continué mon stage, ma formation. J'ai travaillé, mais je n'ai jamais oublié, ni ces paroles, ni ce regard. Mon choix de travailler en gériatrie et en soins palliatifs. Tentative de réparation, peut-être. L'hôpital et ses fantômes. Premier cri. Quand j'étais de garde, mes sentiments étaient partagés entre la hantise d'une urgence que je ne saurais gérer et la satisfaction de déambuler dans le silence habité des souffles silencieux. Cette nuit, la vue était belle du dernier étage de l'hôpital où se situait la chambre de garde. La ville brille au loin. Une harmonie de râle et d'angoisse ne m'effraie bizarrement pas. Je participe au malheur du monde, des soignants qui veillent, des malades qui guettent la mort ou le sommeil, des fantômes qui m'accompagnent. Les couloirs sont longs, vides et laids, et mon corps est vigoureux, chaud, tendu et vivant. Je croise un autre soignant, on papote à voix basse, puis je vais dormir. Sonnerie. Saut du lit, brandissement du téléphone. Oui, pouvez-vous venir ? Oui, pourquoi ? Un constat de décès. J'arrive. Je déambule à nouveau dans cet énorme bâtiment, navire paisible, faussement tranquille. La mort vient de frapper. J'arrive. Bonsoir. Je vous conduis dans la chambre. La vieille dame, au visage oublié, est allongée. Je ne sais pas par quelle manœuvre la soignante la tire et l'assoit. Un grand cri jaillit alors du corps pantelant. Nous sommes saisis. Nous pourrions fuir en courant, mais nous restons cloués sur place. Morte ? Vraiment ? Son fantôme est-il déjà à l'œuvre ? Le corps retombe et la raison revient. Cela arrive, me dit l'infirmière, sortant de sa torpeur. Le dernier souffle, sous l'effet de la position assise, a fait vibrer les cordes vocales. Premier cri depuis la mort, avant le silence éternel. Je finis ma mission et je retourne me coucher.
Les 2 textes que vous venez d'entendre, lus par leurs autrices, sont extraits de l'ouvrage collectif Hantises et soins. Le premier, L'empreinte glacée d'un regard, est signé Cécile Bartholome. Infirmière depuis près de 30 ans, elle a exercé principalement en médecine gériatrique et en soins palliatifs. Son parcours l'a ensuite conduite vers la formation initiale et continue, jusqu'à diriger aujourd'hui un institut de formation paramédicale. Elle a également participé à plusieurs publications, notamment aux éditions Célie Arlan. Le second texte, Premier cri, est de Claire Mestre. Psychiatre, psychothérapeute, anthropologue et autrice, elle dirige la consultation transculturelle du CHU de Bordeaux. Depuis plus de 20 ans, elle s'engage dans le domaine associatif pour favoriser l'accès aux soins des personnes étrangères. Ses recherches portent sur la psychiatrie transculturelle en France comme en Afrique. Elle enseigne également à l'Université de Bordeaux et dirige la revue L'Autre, Clinique, Culture et Société. Sa dernière publication, Écriture du soin, coécrite avec Marion Géry, est parue en 2025 aux éditions La Pensée sauvage. Avant de refermer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement Pierre Boyer, Cécile Bartholome et Claire Mestre pour leurs textes et pour leur lecture. Un très grand merci également à Jean-Sébastien Noël pour l'éclairage qu'il nous a apporté sur la notion de hantise vue par un historien, ainsi que pour l'habillage sonore original qu'il a composé pour cette série de capsules audio. Pour clore cet épisode, je vous propose maintenant d'entendre l'un de mes textes, En bord de hantise, extrait de L'air de rien, Cahier fantôme, le livre de poésie qui prend place au sein de l'ouvrage hybride Hantises et soins. Ce texte est né au fil des ateliers d'écriture que j'ai menés au CHU. Il évoque la place singulière du guidage, cette manière d'accompagner les textes des soignantes, des soignants et des bénévoles du soin, de les approcher avec attention, hésitation parfois, et surtout avec le souci constant de laisser une place intacte à leur voix. En bord de hantise. Ligne discontinue de la pulsation. Penché, j'observe, j'évalue les zones sensibles, les tensions, je sonde les failles. Bientôt, je vais plonger, habiter ce qui s'offre, parcourir son ossature, caresser des yeux ses nerfs. Penché en bord de hantise. Bientôt, j'écarterai les tissus lourds, les rebords de 2 images pour en dégager le sens. Je longerai les berges de la plaie, disséquerai ton plan séquence pour mieux le nettoyer. Là, il faudra inciser, aspirer ce qui brouille la lecture, cautériser un épanchement. Ici, greffer ce que plus haut j'ai prélevé, retirer le surnuméraire, le déjà vu, le déjà mort. Penché sur le corps du texte, je regarde la main qui tremble entre nous, les spasmes musculaires, les contractions involontaires de la pointe au bout de mes doigts, ces choix, scellés d'une simple pression. Penché sur moi, ta présence, sur moi qui me penche sur tes mots pour que le vivant les irrigue, sans en saturer l'ombre. Les entailles, les sutures se résorberont. Aurais-je su faire place pour ta voix ?